finesse, donc elles sont un tout petit peu moins rapides et un tout petit peu moins agressives que les autres, et donc elles ont peu de chances de survivre au bout de quelques jours par rapport à leurs congénères sensibles. Donc ça, c'est le point positif. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on était optimiste. Ce qu'on voit apparaître en Israël et dans le Maghreb en particulier est un peu plus inquiétant, puisque vous savez qu'une bactérie, elle est définie par 3 caractéristiques majeures. Est-ce qu'elle est virulente? C'est-à-dire, est-ce qu'elle tue? Est-ce qu'elle donne des infections graves? Est-ce qu'elle résiste aux antibiotiques? Et est-ce qu'elle diffuse facilement? Donc on avait des bactéries très épidémiques, on avait des bactéries très agressives, et on avait des bactéries résistantes. Alors évidemment, le cauchemar, c'est d'avoir une bactérie très résistante, très virulente et très épidémique. Ce qui pour l'instant n'était pas le cas. Mais on voit que ces bactéries qui d'abord étaient très résistantes, très épidémiques, mais peu agressives, on a beaucoup parlé de l'entérocoque, Vancouver, etc., quand elles se sont bien implantées dans une population, elles augmentent leur niveau de virulence. C'est-à-dire comme si, de façon intelligente, elles prenaient d'abord le temps de diffuser avant de devenir plus agressives. Donc là, il va falloir qu'on soit prudent justement sur le taux de bactéries résistantes, parce qu'une fois qu'elles auront vraiment pris position et qu'on leur aura fait un grand boulevard en continuant d'inonder d'antibiotiques, elles peuvent devenir beaucoup plus agressives pour l'humain. Alors c'est vrai qu'il faut certainement que chacun d'entre nous pense à alléger sa demande en antibiothérapie et ne pas considérer que ce sont des pilules miracles. Mais en même temps, tu as dit un peu vite quelque chose d'assez marquant, qui est l'utilisation des antibiotiques chez les animaux d'élevage. Et là, il y a une pression écologique considérable. Nous, on ne travaille pas là-dessus, mais c'est un domaine de recherche actif. C'est un domaine de recherche très actif où là encore l'impact économique et financier affronte les enjeux de santé publique. Je vous donne un exemple, les antibiotiques sont interdits comme facteurs de croissance en Europe. Ils sont toujours autorisés comme facteurs de croissance aux États-Unis, avec une différence de croissance du poids de la bête qui est considérable. Donc si vous voulez vendre un bœuf bien musclé, vous avez tout intérêt à continuer les antibiotiques. Donc là, il y a un enjeu économique. Les éleveurs français continuent à donner beaucoup d'antibiotiques pour favoriser un cheptel en bonne santé, donc ils donnent des antibiotiques même en l'absence d'infection. Et quand on leur dit arrêtez, il y a beaucoup de projets, avec, en particulier l'ANSES, c'est une prise de conscience tout à fait importante. Beaucoup d'éleveurs rechignent parce que ça veut dire avoir des animaux malades, avoir besoin de faire venir le vétérinaire, arrêter la chaîne alimentaire. Enfin, ça a des conséquences très importantes pour les éleveurs. Et donc, ça ne peut se faire qu'à un niveau européen. Ça, c'est la première question. Donc, vraiment, une mobilisation sur l'Europe. Et deuxième enjeu, c'est qu'en fait, on travaille encore beaucoup trop de façon fragmentée. C'est-à-dire que les vétérinaires travaillent sur la question d'antibiotiques, les agronomes travaillent sur la présence des antibiotiques dans l'eau ou dans les effluents ou dans les terrains, et les médecins sont sur l'antibiothérapie humaine. Or, tout est complètement intriqué. On est vraiment dans un monde où tout est interconnecté. Vous pouvez ne pas prendre d'antibiotiques, ne pas aller à l'hôpital et finalement voyager en Inde ou acheter un poulet qui est contaminé. Donc vous voyez que c'est vraiment une vraie interrogation environnementale sur l'exposition massive en antibiotiques dans l'ensemble de notre environnement, et sur le fait que une attitude vertueuse quelque part ne sert à rien si les voisins ne font pas la même chose. Quelle est l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage biologique, l'agriculture biologique? C'est pas interdit. C'est pas interdit comme beaucoup d'autres molécules, mais pour des raisons logiques. C'est-à-dire que parfois les antibiotiques sont nécessaires. Donc c'est utilisé en phytosanitaire, c'est utilisé dans le domaine agricole de façon massive. Alors certains antibiotiques sont contrôlés pour leur impact chez l'homme, mais on se rend compte que finalement la quantité d'antibiotiques qu'on trouve dans l'alimentation est assez considérable. Et vous savez que c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme pour les pesticides ou pour les OGM, l'agriculture biologique fait bien, elle ne fait pas parfait, mais elle fait bien, mais elle est au milieu d'agriculture non biologique. Or les antibiotiques, ruisselant sur le terrain ou passant dans les eaux usées, on a le même impact quasiment, ou peut-être encore plus dilué que dans un élevage classique.
On a des données sur ta connaissance sur les teneurs d'antibiotiques des eaux de surface, par exemple? Alors, c'est un sujet tabou. On a des données qui ne sont pas publiées parce que ça fait très peur. Vous imaginez bien que dans un hôpital, on prend un hôpital parisien, spécialisé en chirurgie septique, en infectiologie, en réanimation, où l'exposition antibiotique, vous avez vu, je vous ai montré l'exposition française, elle est à peu près de 30 cures antibiotiques pour 1000 personnes. Quand vous arrivez à l'hôpital, on est à 2000 pour 1000. Ça veut dire que vous avez 1000 personnes hospitalisées et on reçoit chacun 2 antibiotiques. Donc on est à des quantités considérables. Là, il y a des antibiotiques absolument partout, dans l'air, sur les surfaces, etc. Toutes ces personnes consomment des antibiotiques et toutes ces personnes éliminent les antibiotiques. Donc vous pouvez imaginer ce qui peut être déversé dans l'égout principal d'aval d'un hôpital. Bon, ensuite, il y a évidemment des traitements. Les groupes de traitement des eaux sont évidemment très focalisés là-dessus. Mais on ne peut pas éliminer toutes les particules antibiotiques et on ne peut pas éliminer l'impact de la présence de ces antibiotiques à concentration faible sur l'environnement. Vous avez fait l'impasse donc sur la génétique. Est-ce que quand même de ce côté-là, il n'y a pas d'espérance au niveau du fonctionnement de la protéine, avec les atomes fer-soufre, etc. C'est les découvertes qu'on a faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit mot? Oui, alors là vous parlez de génétique humaine? Oui, ou bactérienne. Bactérienne. Oui, alors il y a évidemment beaucoup d'études là-dessus. Alors les deux, génétique humaine, génétique bactérienne et interaction entre les deux. Génétique humaine, c'est assez délicat parce que toute modification de la génétique ou toute recherche d'un déficit antibactérien pose des questions éthiques majeures. Donc ça a été fait dans les infections graves, mais aller expliquer à quelqu'un qu'il a un déficit sur la défense anti-coccigram plus ou anti-BGN, ça a un impact sur sa vie, sur son fonctionnement, sur la façon dont il va éventuellement être exposé ou non aux infections. Sur la génétique bactérienne, donc beaucoup de choses, effectivement, notamment sur le fer, sur les métaux. Il y a beaucoup de travaux sur le cuivre, sur l'argent, avec des travaux extrêmement positifs, sauf que là encore, on se retrouve dans des sujets majeurs. Si on met de l'argent ou du cuivre dans les réseaux d'eau, par exemple, vous savez que les réseaux d'eau sont très fortement contaminés par des bactéries, on a ensuite de la diffusion de métaux lourds dans l'eau, avec des conséquences ensuite pour les stations d'épuration. Enfin, voilà, donc c'est toujours bien sur un aspect. On dit qu'on va pouvoir gagner avec des poignées riches en cuivre ou avec des cathéters, des perfusions enrichies en ions argent ou en métal lourd, sauf qu'ensuite on ne maîtrise pas l'impact de l'élimination de ces métaux sur d'autres domaines comme les stations d'épuration en particulier ou comme la libération de métaux lourds dans les eaux de consommation. Donc ça c'est un vrai sujet. Mais je ne voudrais pas non plus vous faire peur et vous traumatiser ce soir de Saint-Valentin, mais n'oubliez pas quand même que les antibiotiques, l'essentiel des antibiotiques sont naturels et sont présents dans l'environnement. J'ai passé rapidement sur la découverte d'Ernest Duchesne. Et Ernest Duchesne qui a fait une magnifique thèse que personne n'a lue en 1897. Il avait décrit une pratique ancestrale des palefreniers qui enduisaient les plaies des chevaux de moisissures qu'ils allaient récupérer dans les parties les plus chaudes et les plus humides des écuries. Donc ils avaient retrouvé ces moisissures, ils pansaient les chevaux avec ces moisissures et il a remarqué que les chevaux ne s'infectaient pas quand ils étaient pansés comme ça. Donc c'est de l'observation, mais c'est aussi le point positif d'avoir des antibiotiques naturels qui ont une action très positive par l'observation d'Ernest Duchesne. Tu leur as quand même gâché leur Saint-Valentin. Moi, c'était une question par rapport aux types d'antibiotiques qu'on utilise, qui sont le plus utilisés. Est-ce qu'il y a une signature différente dans les pays au niveau des types d'antibiotiques? Oui. Dans les pays? Dans les différents pays. Oui, complètement. Donc on a d'abord une politique d'accès aux antibiotiques qui est très différente selon les pays. Les pays scandinaves, les Pays-Bas ont une politique très policée et très réduite d'accès aux antibiotiques. Israël, le Maghreb ou certains pays d'Asie ont un accès complet aux antibiotiques. Vous pouvez trouver donc tous les antibiotiques disponibles sont en pharmacie. Certains antibiotiques sont livrés sans ordonnance, on a encore beaucoup de choses à faire. Et ensuite, il y a quand même des différences majeures entre familles d'antibiotiques. Certaines familles ont ce qu'on appelle un spectre large, c'est-à-dire qu'elles tapent sur beaucoup d'espèces différentes et là avec un impact majeur sur la flore.
d'autres ont un spectre étroit, sauf que la difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est que spectre étroit, ça veut dire cibler quelques bactéries, ça veut dire avoir le maximum d'informations sur la présence de telle ou telle bactérie. Donc là où on peut quand même beaucoup progresser, c'est un message d'espoir, c'est l'identification rapide de l'infection. Là, on est encore à la fin du 19e. Aller mettre en culture un prélèvement, attendre que ça pousse, identifier, faire un antibiogramme, c'est beaucoup trop long, alors que la biologie moléculaire permet aujourd'hui d'aller très vite dans les infections graves et de vous dire c'est un staphylocoque doré résistant à la pénicilline, il faut mettre tel antibiotique. Par rapport au type d'antibiotiques eux-mêmes, c'est-à-dire que pour les staphylocoques résistants, on va utiliser 2-3 antibiotiques, pour une autre bactérie, d'autres types d'antibiotiques. Et est-ce que selon les pays, on utilise des types d'antibiotiques différents pour un même germe? Oui. Il y a des pratiques, des habitudes différentes selon au nord de l'Europe, au sud de l'Europe. Les Américains n'ont pas du tout les mêmes antibiotiques que nous, pour des raisons commerciales ou des